C'est le moment de l'œil de l'expert, rendez-vous pendant lequel un professionnel reconnu dans son domaine prend le temps de venir répondre aux questions qu'on se pose en studio. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Olivia Barr. Bonjour Olivia. Bonjour Michel. Vous êtes médiatrice familiale et on parle avec vous de sujets évidemment liés à la famille. La famille qui n'est pas exempte de tensions, de conflits. Autant en être conscient pour apprendre à les identifier, à les résoudre, ces conflits, ces tensions, pour qu'ils ne détruisent pas les relations. Mais d'abord, Olivia, quand on parle de conflits en famille, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi s'agit-il? D'où ça vient? Eh bien, voilà, peut-être pour démarrer, on peut distinguer le désaccord du conflit. Voilà, parce que dans le désaccord, on va discuter avec quelqu'un, chacun va exprimer son point de vue et on est prêt à écouter le point de vue de l'autre et peut-être même à s'en enrichir. Dans le conflit, le désaccord s'envenime et on va vouloir absolument convaincre l'autre que notre point de vue, c'est le bon. Et donc, il peut y avoir un peu une escalade et on veut absolument prouver à l'autre que c'est nous qui avons raison. Et puis, on peut définir aussi le conflit comme un iceberg avec une partie émergée, avec tout ce qu'on peut voir à l'extérieur, éventuellement de la colère ou bien du retrait quand on est replié sur soi-même. Et puis, toute la partie en dessous. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'on peut être amené à essayer de décoder pour comprendre les enjeux et ce qui se passe. Et ça a trait peut-être à notre histoire. Et puis aussi, je pense, à des besoins qui ne sont pas nourris à un instant T. C'est Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, qui dit « Tout conflit, c'est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. » L'expression tragique d'un besoin insatisfait. Autrement dit, c'est l'expression d'une personne qui se sent impuissante et qui estime que les mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Mais alors, les exemples, Olivia, parfois parlent mieux qu'un long discours. Ouais. Est-ce que vous en avez des exemples? Eh bien, par exemple, j'ai reçu des personnes en médiation qui achopaient sur la question de la santé de leur fille, avec un papa qui disait moi, quand ma fille tousse, je veux absolument l'emmener chez le médecin, et la mère qui disait mais non, elle n'a pas besoin d'aller chez le médecin quand elle tousse. Et donc on peut longtemps dire oui, mais toi tu t'en fous de notre fille, tu préfères ton petit confort, t'as pas envie de t'en occuper, de l'emmener chez le médecin, et aller d'invective en invective. Et en fait, quand on creuse, eh bien on s'aperçoit que le besoin, c'est de prendre soin de leur fille. Tous les deux, ils ont envie et besoin de prendre soin de leur fille. Simplement, le papa, prendre soin de sa fille, c'est qu'elle soit confortable. Et donc, il va l'emmener chez le médecin pour qu'elle ait un sirop et qu'elle ne tousse pas la nuit. Et pour la maman, prendre soin de sa fille, c'est qu'elle fasse ses défenses immunitaires. Et donc, tant qu'elle n'a pas de fièvre et qu'il n'y a pas de danger majeur, elle va privilégier que sa fille se défende par ses défenses et n'aille pas de ce fait chez le médecin. Donc, on voit bien que le conflit se situe au niveau des actions qu'on met en place pour nourrir un besoin. Mais alors, par exemple, là, dans ce cas précis, la fille, elle va chez le médecin ou elle n'y va pas? Les parents, ça a été tranché ou finalement on reste comme ça dans une non-décision? Alors, excellente question, merci. En fait, déjà, quand on exprime ce qui se passe, ça détend tout le monde. Et quand madame, elle comprend que pour monsieur, c'est important que sa fille soit confortable, il y a quelque chose qui peut se passer et on peut inventer des solutions. Alors là, en l'occurrence, c'était des parents séparés, donc la personne a dit, très bien, quand elle tousse, je te préviendrai, comme ça tu pourras l'emmener chez le médecin si tu veux, mais moi, si t'es OK, je poursuis, et voilà. Et en fait, le fait d'avoir dit, de soi-même, en fait, la situation s'est améliorée. Quand il y a de la compréhension mutuelle, en fait, c'est ça, pour revenir à bout d'un conflit, c'est comment on arrive à être dans une forme de compréhension mutuelle. Avant de revenir à la manière de résoudre ces conflits, est-ce qu'on peut se poser la question de l'origine des conséquences, des principales conséquences aussi de ces conflits, que ce soit sur le couple, la vie de famille? Oui, alors en fait, quand on est en conflit, en fait, on perd nos capacités, nos ressources. C'est-à-dire qu'on va essayer de défendre son point de vue coûte que coûte, mais on ne va plus voir le conflit comme un problème à résoudre, ou notre fille est malade, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va défendre son point de vue, donc on n'arrive plus à se connecter à ce qui est important pour nous, et surtout, on n'arrive plus à se connecter à l'autre. Et donc, on va toujours parler de soi, sans aller chercher à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Donc, il y a clairement des situations où c'est le blocage, la tension, une forme d'impasse aussi. Et dans ces cas-là, nous sommes, et c'est heureux, tous différents, Olivia. Mais comment est-ce qu'on réagit? Alors, quand on est face à un conflit, effectivement, il y a plusieurs façons de réagir. D'abord, on peut éviter le problème. Je vais prendre l'exemple d'un couple, par exemple, qui doit... alors, c'est un exemple basique, mais ça va permettre d'illustrer, qui doit choisir un canapé pour son salon. Et ils ne sont pas d'accord sur la couleur. Bon, alors on peut éviter d'en parler, on laisse le vieux canapé là, et puis on ne parle pas du sujet. Ça, c'est l'évitement. Il peut y avoir une position où on va choisir de se soumettre à ce que l'autre voudrait. Donc l'autre voudrait un canapé rouge, eh bien très bien, je vais me dire ok,
allez, on prend le canapé rouge. Et dans ce cas-là, ce qu'on choisit, c'est de privilégier la relation. Parce qu'on ne veut pas couper la relation avec l'autre. Et donc, on se rallie à ce qu'il veut. On peut aussi se dire, non, mais moi, je décide, on va prendre le canapé bleu. Et à ce moment-là, on est plutôt dans la compétition. On va imposer son point de vue. Et donc là, on ne va plus privilégier la relation, mais on va privilégier l'objet. Je veux un canapé bleu. Et puis, on peut aussi choisir un compromis. Bon, alors là, on va se dire, bon, alors c'est ni ta solution, ni ça ma solution. On n'a qu'à mettre un drap au-dessus qui sera gris. Mais finalement, personne n'est satisfait. Ou bien, on peut aller vers la collaboration et aller dire, mais en fait, ça nourrit quel besoin, cette couleur de canapé ? Eh bien, j'ai envie qu'on ait un intérieur qui soit chaleureux, qu'on soit accueillant. Et dans ce cas-là, on va peut-être se dire, eh bien, choisissons un canapé gris, mais on va mettre un mur rouge derrière pour donner ce côté chaleureux. Alors, on le comprend dans la manière dont vous le dites, Olivia, dans toutes ces différentes stratégies, évitement, soumission, compétition, compromis, collaboration. Pour s'en sortir, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut parler, hein. C'est ça. Il faut communiquer, il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour soi. Et ça peut demander du boulot. Hein. Quel besoin je nourris quand je veux un canapé de cette couleur-là. Et puis, aussi avoir de la curiosité sur le point de vue de l'autre. Pourquoi pour l'autre, c'est si important ce détail de couleur de canapé. Donc, comprendre ce qui se passe pour soi, pouvoir l'exprimer et se connecter à l'autre et l'écouter. Mais ça paraît simple quand on vous écoute comme ça. Tout de même, on est sur de l'humain. Sur de l'humain, c'est pas forcément rationnel au premier abord. Quelles sont les attitudes premières à avoir pour ne pas envenimer une crise qui apparaît sans non plus se croire au-dessus des tensions? Quelle est la place de l'écoute? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une bonne écoute? Alors, effectivement, écouter l'autre, déjà, c'est d'abord se taire. Parce qu'on dit que Confucius nous disait si l'homme a 2 oreilles, c'est pour écouter, et qu'une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Voilà. Donc comment on écoute l'autre? Alors, déjà, en fait, ce qui est important, c'est l'intention avec laquelle on écoute l'autre. Est-ce qu'on a vraiment la curiosité de la position de l'autre, où on écoute, mais on est tellement pressé on prépare déjà sa réponse. Donc ça, c'est pas la même intention. Et... Ça veut dire que écouter, c'est enlever la réponse de sa tête. Ouais, c'est ça. Ce serait ça. C'est d'enlever un moment la réponse de sa tête et d'aller être curieux de l'autre. Et ne pas attendre la fin de la phrase pour sortir sa réponse. C'est ça, exactement. Voilà. Mais ça demande pas mal d'inhibition personnelle. Et puis, quand on écoute l'autre, il faut pas. Il y a cette écoute, cette curiosité, et puis qui nous amène à comprendre des choses et puis à connaître mieux l'autre aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit que parfois le conflit c'est une opportunité de croissance et de compréhension de l'autre. Mais voilà, et on écoute l'autre et après on peut demander à l'autre, mais est-ce que t'es ok pour que je te dise moi mon point de vue? Et plus on va avoir un point de vue qui est clair en disant moi ça nourrit tel et tel besoin. Je pense à une maman qui, en conflit avec son ado, voulait absolument que sa fille ne sorte plus parce qu'elle avait fait des bêtises. Donc, elle l'avait dit, tu restes à la maison maintenant coûte que coûte. Et la fille disait, mais moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de... Voilà. Et la maman, en fait, en discutant, elle a réalisé que, elle avait besoin d'être rassurée et sécurisée. Et quand elle peut dire ça devant sa fille, la fille, elle peut se mettre en lien avec ça et dire, ah, ok, je comprends parce qu'effectivement, j'ai fait des bêtises avant et donc, t'as besoin d'être sécurisée. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Et en plus, elle a compris que c'était en lien avec sa propre histoire, puisque sa maman l'avait beaucoup enfermée. Donc la maman a dit, moi, je laisserai sortir ma fille. Elle a laissé sortir sa fille. Sa fille fait des bêtises, donc elle se dit, mince, ma mère avait raison. Et donc elle revient, voilà. Donc il y a tout un contexte, mais n'empêche que c'est une fois que c'est dit, eh bien, la fille, elle dit, ok, si tu veux, je prends des photos quand je sors de moi-même devant tel et tel endroit, comme ça, tu sais où je suis. Et il y a un compromis qui peut être trouvé, une L'écoute, solution. c'est tout de même pas très évident, c'est pas très naturel, il faut parfois se faire un peu violence. Ouais. Est-ce que, par exemple, il y a des astuces, je sais pas moi, vous avez dit tout à l'heure, vider de sa tête les solutions qu'on aurait avant même la discussion. On peut se mettre un chrono, parce que parfois, c'est interminable. Quand l'autre parle, c'est interminable. Oui, c'est vrai. Donc, oui, il faut... Après, on peut aussi se mettre un cadre en disant, écoute, en fait, je vois qu'on est super tendu sur ce sujet-là. Ce que je te propose, c'est de t'écouter. Tu vas m'expliquer ton point de vue. Je vais te poser des questions pour comprendre. Et ensuite, ça sera mon tour. Est-ce que tu es d'accord? Alors, c'est un peu formel et pas forcément agréable. Mais ça veut dire que le cadre, c'est important. De se dire, voilà, on se prend une demi-heure, là, on se prend un café. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est que le cadre, c'est hyper important. En médiation, d'ailleurs, on pose un cadre au démarrage, de début et de fin. On peut mettre en place aussi des petites choses en disant, c'est ton tour de parler. Je respecte ton tour de parole. Essaie de parler en parlant pour toi-même. Et puis ensuite, ça sera à moi. On ne se coupe pas la parole. Éventuellement, on a un petit bout de papier où on note dessus
les réponses qu'on a envie de faire à l'autre, pour encore une fois les inhiber et laisser l'autre aller jusqu'au bout. Voilà, donc effectivement, se mettre un cadre, je pense que ça peut être très utile. Ça peut être très utile. Et on n'a pas parlé de la place des enfants là-dedans. Par exemple, si c'est le couple, si ce sont les parents, les adultes en tout cas, qui sont en tension, est-ce que si ça concerne un enfant, il vaut mieux que l'enfant soit là ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux le résoudre sans lui, avec lui? Alors, c'est vrai que parfois, il y a des conflits où les enfants sont impliqués. Voilà, l'idée principale, c'est souvent quand il faut que les parents soient raccords, j'allais dire. Même s'ils ont des points de vue différents, mais qu'ils puissent exprimer chacun d'eux leur point de vue et pouvoir dire à l'enfant en quoi ils sont différents. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas obligés de penser la même chose, les parents, parce que c'est parfois impossible. On n'a pas forcément on est différents, donc on n'a pas... Ça veut dire que le désaccord des parents ne doit pas pouvoir s'exprimer devant l'enfant sous forme de tension. Exactement. Il peut s'exprimer quand il est au stade de désaccord, mais pas quand il est au stade de tension et de conflit. Je pense que c'est mieux pour les enfants. Les mots peuvent parfois être violents en cas de conflit. Ça peut arriver même parfois trop rapidement. Ouais. Quelle est la différence entre conflit et violence? Ouais, quand est-ce qu'on bascule dans la violence? Donc effectivement, il y a des fois des mots qui peuvent dépasser la pensée ou être violents. Je pense que quand on est dans le cadre du conflit, quand il y a une forme de violence dans les mots, c'est « écoute-moi, mais bon sang, tu m'as pas entendu ». Et quand le ton monte comme ça, c'est qu'on se sent pas entendu. Quand on est dans la violence, c'est qu'il y a une volonté de soumettre l'autre. Et que voilà, on est complètement dans un autre registre quand on est dans le registre de la violence où il y a de la soumission et où il y a de la domination. Donc ça veut dire aussi, si je résume aussi ce qui vient d'être dit, c'est que aucune source de tension, aucun désaccord ne peut être une barrière infranchissable pour un couple, pour une famille. Moi, je pense. Ouais. Mais ça paraît évident de le dire comme ça, mais confronté aux faits, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui disent, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on arrive à des séparations, à des choses comme ça. Et alors, votre réalité, c'est de dire, non, il y a toujours un chemin. Ah, mais alors je sais pas si toujours à 100%. En tout cas, moi j'y crois et je pense que oui, voilà, j'y crois et c'est ce à quoi j'aspire. Après, il y a des situations qui sont extrêmement compliquées avec des histoires de vie qui sont très douloureuses et donc c'est d'autant plus difficile de traverser ça. Et puis il y a des questions de trahison, donc voilà. Mais en fait, moi je crois que si on se met autour d'une table et on peut se faire aider par un psy, par un médiateur, voilà, en tout cas une personne neutre, l'impartialité, je pense que c'est fondamental. On peut, à mon avis, traverser et avancer sur ces sujets. Avec, vous l'avez dit et répété, l'écoute qu'on ne privilégie jamais. Ouais. C'est l'écoute qui a une puissance incroyable. Exactement, et je pense aux repas de Noël là, qui vont arriver. Parce que là, à mon avis, on va parler politique, vie de famille, et donc ça peut être source de tension. Voilà, je me dis, essayons de se mettre dans une posture de curiosité, de questionnement, sans oublier qu'à un moment, nous aussi, il faut qu'on s'exprime. Mais avec calme, et plus on est en phase avec ce qu'on dit, plus on sait pourquoi on le dit, plus on va être tranquille et on sera au stade juste du désaccord et pas du conflit. Merci beaucoup Olivia Barr, médiatrice familiale, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. On n'a pas prévu d'écouter Ben Mazué, mais tout de même parfois il a des intuitions. Mais oui, parce que j'aime beaucoup Ben Mazué dans sa chanson Famille. Il dit « Famille, je t'aime tant, pour toi j'ai de grands sentiments, mais famille, tu me fais des nœuds, des secrets, des pics et des bleus. » Et toute cette chanson, c'est autour de l'ambivalence de la famille, un endroit cocon où on se sent bien et aussi un des endroits où parfois on se fait mal. Parfois on se fait mal, mais qui mérite. Mais qui mérite tellement de soins. Parce que c'est là qu'on se sent bien aussi et qu'on peut se réparer. Merci beaucoup Olivia Barr d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.